L'invité de la matinale en ce mardi 26 juin, c'est Luc Steinmetz, historien et juriste, observateur de la vie politique locale à l'occasion du 30e anniversaire de l'accord de Matignon. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Luc Steinmetz. Bonjour Monsieur Belmont. Le 26 juin 1988, Michel Rocard, Premier ministre, concrétise avec Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou les accords de Matignon. C'était il y a 30 ans et les deux hommes politiques de la Nouvelle-Calédonie venaient d'effectuer un pas décisif. Après 15 jours de négociations, de travail, que nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire, je le crois, pour l'avenir. Choisir entre pouvoir travailler en sécurité et s'entretuer, je pense que les délégations étaient conscientes, c'était même émouvant parfois, et je pense que la Calédonie, même si pour les militants c'est un peu dur peut-être, dans l'immédiat, je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Voilà pour cette archive de l'INA. Quelle résonance, Luc Steinmetz, ont aujourd'hui les mots de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou? Eh bien, je viens de nouveau de les entendre, parce qu'on les a pas mal entendus ces derniers jours, et je trouve que tous les deux ont parlé dans un contexte qui était difficile, parce que rien n'était acquis au moment de la signature, mais elles ont été à la fois prophétiques et pleines d'espérance, parce que tous deux ont misé sur une longue période de paix qui succédait à la violence et à des morts, et c'est exactement finalement ce qu'il s'est passé. Ça veut dire que sur le moment, ils ont eu eux-mêmes des doutes au moment de la signature, parce qu'ils ne savaient pas très bien comment tout cela allait se terminer et comment cela allait être pris par les populations en Calédonie, mais finalement, ils ont eu raison, et ce qu'ils espéraient dans les propos qu'on vient d'entendre, c'est finalement réalisé d'abord sur une période de 10 années de paix qui a suivi 1988, et ça a été ensuite renouvelé pour 20 ans avec l'accord de Nouméa. Donc 30 ans de paix, c'est un petit peu le message qu'ils laissent. Leurs espoirs sont devenus des réalités. Et ce 26 juin, c'est un jour particulier quand même pour la Nouvelle-Calédonie. Ça devrait représenter quoi pour le pays? Parce qu'on se demande, est-ce que les Calédoniens, les jeunes en particulier, sont conscients de l'importance de ces accords de Matignon? Alors là, vous avez parlé des jeunes et vous avez touché un point qui pour moi est sensible. Parce que j'ai été enseignant pendant toute ma carrière professionnelle, je suis à la retraite depuis un peu plus de 6 ans maintenant, et depuis 1988, enfin disons 89-90, on a fait ici en Nouvelle-Calédonie des efforts énormes d'adaptation des programmes d'histoire et d'éducation civique à la Nouvelle-Calédonie. Des livres, des documents pédagogiques ont été publiés, moi-même j'y ai participé, et tous les programmes dans les classes de collège et lycée, mais même déjà un peu au primaire, parlent de l'histoire de la Calédonie en général, de l'histoire récente et du temps des accords Matignon et accord de Nouméa. Or, j'entends beaucoup de gens, ou je lis que beaucoup de gens, de jeunes, disent qu'on ne leur a jamais enseigné l'histoire et l'éducation civique de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils étaient en classe. C'est étonnant. Alors, voilà, c'est étonnant. Et c'est pour ça que la question que vous me posez, les jeunes n'ont pas l'air de connaître leur histoire. Je me demande, qu'ont fait les professeurs, mais j'imagine qu'ils ont fait leur travail, et qu'est-ce que les jeunes ont été capables de capter de l'enseignement, s'y sont-ils seulement intéressés, voyez-vous? Et ça, c'est quand même un grave problème, mais moi, ça m'interroge parce qu'on a l'impression que tous les efforts des enseignants et du monde enseignant pour transmettre ce savoir, tous ces efforts qui ont été faits n'ont peut-être pas servi à grand-chose. La jeune génération a du mal à s'emparer de son histoire, c'est peut-être ça qu'il faut retenir. Tout le monde a en tête cette poignée de main entre les deux hommes forts de la Nouvelle-Calédonie de l'époque, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Un geste, vous l'avez quand même dit en quelque sorte tout à l'heure, un geste qui a un sens très lourd, Luc Steinmetz. On sort d'une période qui est quand même dramatique. Ce sont d'abord, bien sûr,
les événements qui ont commencé en 81-82 avec le vrai départ en 84, le symbole, l'image qui reste, c'est Édouard Machereau qui brise l'urne à Canala le jour des élections de novembre 84, mais c'est pas le seul fait tout de même. Et puis le point culminant, ça a été évidemment... Oui, c'est ça, il y a eu de nombreux morts. morts. Sur toute la période, Oui. on considère qu'il y a eu à peu près, pendant la période dite des événements, autour de 90, j'ai même été moi jusqu'à compter 94 morts. Le sang a beaucoup coulé. Mais mine de rien, 94 morts pour une population qui était à l'époque de 165 000 habitants, ça correspond à peu près à, on va dire, 34 000 morts pour une population de France qui tourne autour de 60 millions d'habitants. Hein. Voilà. Alors, c'est ces chiffres comparés qui permettent de nous apercevoir que ça a été un véritable drame, le sang a beaucoup coulé, et que finalement, même si on a d'une manière pudique baptisé cela avec des guillemets les événements, ça a été une guerre civile à l'échelle locale. Et ces accords, donc, c'est un retour à la paix, comme vous le précisiez il y a un instant. Ils étaient destinés à ramener la paix, mais ça n'était pas gagné, vous savez, au moment où ça a été signé. Et Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, chacun dans son camp, lorsqu'ils sont rentrés à Nouméa, ont eu du mal à convaincre leur base. Ça n'a pas été facile. Hein. Et d'ailleurs, il y a eu de l'incompréhension de la part de la base de chacun des chefs de délégation. Il y a eu de l'incompréhension parce que on était tous, et peut-être là, oui, enfin tous, la majeure partie des Calédoniens, on était encore dans l'esprit de combat. Et par conséquent, on arrivait maintenant à quelque sorte d'un traité de paix, alors qu'on estimait peut-être que la guerre, entre guillemets, n'était pas encore terminée. Et Jean-Marie Tjibaou l'a d'ailleurs payé de sa vie un an après, lorsqu'il a été assassiné par Djoupeli Wea. Ça venait d'un camp, parmi les irréductibles du FNLKS, ou des indépendantistes, qu'il estimait qu'il avait trahi la cause de l'indépendance kanak socialiste en signant ces accords de paix. Mais Jacques Lafleur a eu lui aussi, à son retour de Paris, beaucoup de difficultés à convaincre. Et d'ailleurs, si on regarde les résultats du référendum qui a suivi et qui a porté approbation à l'échelle nationale, mais en Calédonie en particulier, de cet accord de Matignon, eh bien, on s'aperçoit qu'en Nouvelle-Calédonie, les résultats, par exemple, dans le sud, ont été moins bons que dans l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mais en même temps, si on regarde le résultat plutôt positif dans le Nord et aux loyautés, eh bien, par rapport au nombre d'inscrits, c'est tout de même très faible, ce qui prouve qu'ici, on a en Nouvelle-Calédonie, d'une manière plus réservée, accueilli ces accords que dans l'ensemble français. Oui, le Premier ministre a toujours salué le courage, la responsabilité des deux chefs de délégation. Quel a été le rôle de Michel Rocard, Premier ministre ? Il a été décisif. Hein. Il est nommé Premier ministre par le président de la République dès que François Mitterrand rentre à nouveau, enfin est confirmé pour son deuxième mandat à l'Élysée. Il ne connaît pas vraiment le problème calédonien encore. Il ne l'a suivi que de très loin jusqu'à présent. Il est bien sûr touché par le drame d'Ouvéa. Et oui, il a eu ces mots pour s'imprégner du problème calédonien. Il a lu, je crois, 27 livres en 2 jours. Enfin, c'était... Oui, c'est certainement, il avait intérêt en effet à vite se mettre au courant. Il a peut-être d'ailleurs lu des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent des experts, mais qui publient des ouvrages sous forme d'expertise qui sont parfois orientés dans un sens ou dans l'autre, je précise. Il y a quand même rien de mieux pour connaître la situation que de l'avoir vécu, et si possible sur place. En tout cas, il avait envie que ça fonctionne. Il avait envie que ça fonctionne, et son idée de génie, ça a été de comprendre que le dialogue était rompu depuis longtemps, que l'absence de dialogue avait conduit à ces événements dramatiques et qu'il fallait absolument renouer le dialogue. Donc ça, son idée de génie au départ, ça a été d'envoyer en Nouvelle-Calédonie la mission du dialogue qui était dirigée par Christian Blanc et qui a sur place renoué ce dialogue entre les parties, et ça a ensuite permis, bien sûr, les négociations à Paris et la signature de Matignon. Une mission du dialogue un peu particulière quand même. Hein. C'était une mission avec des représentants du monde catholique, politique, protestant, franc-maçon. Il fallait renouer le dialogue, mais renouer le dialogue comment ?
parce que les gens ne se parlaient plus et que ça devait se parler, mais finalement souterrain, entre guillemets? Je ferai quand même, avant d'en venir à la question précise que vous posez sur la mission du dialogue, je ferai remarquer quelque chose concernant le manque de dialogue. Moi, je me souviens c'est pas une anecdote, c'est quelque chose qui est vrai, c'est qu'en 1982, après sa réélection plutôt triomphale à des législatives partielles qui avaient suivi sa démission, Jacques Lafleur m'avait dit, à moi, mais à d'autres aussi, qu'avec ce résultat, il allait rencontrer Jean-Marie Tjibaou. On était en 82, bien avant les drames. Et il allait rencontrer Tjibaou pour lui faire comprendre qu'à partir de ces résultats, il fallait dialoguer pour essayer de trouver une solution pour bâtir un avenir serein pour ce pays. Et ce dialogue n'a pas été possible. Et je tiens à le signaler parce qu'on a toujours tendance à dire que finalement Jacques Lafleur ne voulait pas de dialogue. En fait, Jean-Marie Tjibaou, à partir de 82, il est engagé avec son FNLKS, enfin c'était le FI encore à l'époque, il est engagé dans un processus qui va mener à une lutte pour l'indépendance et il ne veut pas de dialogue. Finalement, c'est le drame d'Ouvéa qui va faire comprendre à tout le monde, faire prendre conscience à tout le monde qu'on est allé trop loin, que le sang a trop coulé, et ça va permettre le dialogue. Alors c'est vrai que dans ces conditions, la mission du dialogue de Christian Blanc, composée, comme vous l'avez dit, avec des catholiques, des protestants, des francs-maçons et des hauts fonctionnaires qui connaissaient le pays, déjà, eh bien, ça a permis de renouer le contact et de faciliter les discussions qui ont suivi. Luc Steinmetz, vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure et on continue à parler de ce 26 juin 1988 à partir de 7h06. Recevons ce matin l'historien et juriste Luc Steinmetz, observateur de la vie politique locale à l'occasion du 30e anniversaire de l'accord de Matignon. Vos questions sont attendues au 258-258. Thierry Belmont. Le 26 juin 1988 intervient donc la signature de l'accord de Matignon qui met fin à une période de troubles et de violence. Il y a eu cette période dite des événements et puis il y a eu Ouvéa. Tenez, Luc Steinmetz, justement après le drame d'Ouvéa, après la gendarmerie, la grotte, est-ce qu'il y a eu une obligation de la part de ces trois hommes, Premier ministre, Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, une obligation de résultat? Une obligation de résultat, oui, bien sûr. Mais par les accords de Matignon, ils ont, pour employer un terme du juridique, mis en place des obligations de moyens pour arriver à un résultat. Mais sous votre question, on peut comprendre que finalement, pourquoi ne l'avait-il pas fait avant ? Ça venait un peu ça. Mais je crois que c'est le drame des morts concentrés sur une courte période, 25 morts en l'espace d'une quinzaine de jours, qui ont vraiment fait prendre conscience aux deux camps. Je dis bien aux deux camps, mais peut-être davantage encore dans la population kanak au travers des deuils d'Ouvéa, qu'on était allé trop loin et qu'on avait fait fausse route en se lançant dans une lutte violente pour obtenir un résultat à l'indépendance. Et je crois que c'est ce drame d'Ouvéa, c'est peut-être la seule manière de considérer qu'ils ne sont pas morts pour rien. Ce sont ces morts d'Ouvéa qui ont vraiment été le déclencheur qui a mis dans les esprits qu'il fallait arrêter tout cela et revenir à la paix. Oui, un accord qui sera une déclaration d'intention, en fait, complété par l'accord d'Oudinot. On dit souvent les accords de Matignon-Oudinot, accord d'Oudinot qui date du 20 août. Que contient finalement ces accords de Matignon-Oudinot, Luc Steinmetz? Vous savez, vous venez de dire là que les accords de Matignon, ça a été une déclaration d'intention. Bon, c'est plus que ça tout de même, parce que les accords d'Oudinot qui ont suivi et qui ont été signés en août ne sont en quelque sorte que la mise en musique de tout ce qui a été écrit déjà dans Matignon. Il n'y aurait pas Oudinot dans les détails s'il n'avait pas eu les bases solides de Matignon. Mais si on veut résumer, parce qu'il faut le faire rapidement, c'est d'abord un accord de rééquilibrage politique, économique, social, humain à l'intérieur de la Calédonie. Et ça, je crois que c'est vraiment la première base de ces accords de Matignon. Et puis ensuite, eh bien, c'est l'idée qu'en 10 années, la Nouvelle-Calédonie va se préparer à un référendum d'autodétermination. Parce que si on est, nous, actuellement obnubilés par celui qui va se tenir le 4 novembre prochain, en le considérant comme le référendum d'autodétermination, Matignon, on avait déjà prévu un en
1998, au bout de 10 années. Mais ces accords ont finalement été la base de ce qui va se poursuivre, la finalité, l'aboutissement. C'est vrai, parce que même Nouméa, l'accord de Nouméa, va être en quelque sorte, sous une nouvelle manière, la poursuite de ce qui a été décidé à Matignon, en reportant de 20 ans le délai du référendum, et puis en continuant à aménager les pouvoir, en particulier au travers du transfert de compétences. Oui, vous l'avez dit, c'est le rééquilibrage, ces accords, c'est la création donc de ces 3 provinces. Également, il y a Christian Blanc dernièrement en télévision qui donnait un petit peu ses souvenirs. Il disait qu'il a cette image de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur en chaussettes sur un meuble Louis XV ou Louis XIV, je ne sais plus, à Matignon, en train de découper comme ça avec une carte la Nouvelle-Calédonie pour ces 3 provinces. Il y a ça aussi, il y a cette importance-là. Oui, certains considèrent, c'est les rééquilibrages politiques dont j'ai parlé tout à l'heure comme premier élément contenu dans ces accords de Matignon. C'est vrai que ce rééquilibrage politique, il est passé donc par la création des provinces. Mais rappelons-nous tout de même que déjà, il y avait une décentralisation locale quelques années auparavant avec le statut Pisani-Fabius qui avait créé des régions. Et sur les 4 régions qui étaient créées, 3 étaient dans les mains des indépendantistes et une seule, celle qui était autour de Nouméa, réduite à une peau de chagrin, qui était dans les mains des non-indépendantistes. Alors le coup de génie de Matignon, ça a été la création des provinces qui ont réalisé vraiment une décentralisation interne parce que 2 provinces sur 3 sont à coup sûr gagné par les indépendantistes, et ça se vérifie depuis cette époque-là. Et ensuite, c'est ça qui est important, des compétences importantes vont être données aux provinces à un tel point que le territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'était encore un territoire à l'époque, voit ses compétences réduites de manière très, très importante. En droit, on va dire que les provinces obtiennent ce qu'on appelle des compétences de droit commun, alors que pour les autres collectivités, la Nouvelle-Calédonie et l'État, ils n'ont que des compétences d'attribution, c'est-à-dire celles que la loi issue des accords de Matignon va bien vouloir leur accorder. Donc ce sont les provinces qui deviennent les piliers du pouvoir ici. Nous vous rappelons le numéro de téléphone de la première, le 258-258, si vous souhaitez intervenir et poser une question à notre invité ou faire un commentaire. Alors, 30 ans après Luc Steinmetz, le rééquilibrage pour vous, est-ce que c'est une réalité en Nouvelle-Calédonie ? Ah ben alors, si on ne le voit pas, vous posez la question de la réalité. Une réalité, c'est quelque chose qui se voit. Ben, si on ne le voit pas, c'est qu'on est soit aveugle, soit de mauvaise foi. Parce que c'est sûr que dans les domaines politiques, je viens déjà d'en parler, l'exercice par les indépendantistes de fortes compétences dans les 2 provinces où ils sont majoritaires, le rééquilibrage en matière de contrats de développement, tout ce que l'État a pu contraint depuis par ces accords de Matignon d'abord et puis de Nouméa par la suite, l'État, donc, au travers des contrats de développement, est beaucoup intervenu. À peu près, si on fait le compte depuis le début de la mise en place de ces accords, ça représente en gros 1,5 milliard, 1,6 milliard d'interventions de l'État au titre des contrats de développement en faveur des collectivités et en particulier de la collectivité provinciale. Mais est-ce qu'on ne peut pas mieux faire également en termes de rééquilibrage aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des points d'amélioration? On peut toujours mieux faire, hein. Mais vous savez, quand on regarde la Calédonie et en particulier l'intérieur et les îles en 1988 et qu'on les voit aujourd'hui, les progrès ont été spectaculaires en matière d'enseignement, de construction de collèges, de lycées, en matière de développement routier. Il ne faut pas oublier quand même la route Konetiwaka, etc. Voilà, ce sont des exemples. Si on prend également les infrastructures portuaires, c'est lié au contrat de développement. Je pense à Népouy, je pense à Koumak, je pense également à Lifou, Ouvéa, Marais, etc. Et puis, si on prend, tout près de nous, l'hôpital de Koutio, le Médipôle,
il est également compris dans, je crois, c'était le 5e plan des contrats 5e programme des contrats de développement. Il a été en grande partie financé grâce à cela. On a fait beaucoup de progrès en matière de santé, la santé en Nouvelle-Calédonie. La santé, l'enseignement, tenez, il y avait un volet important aussi, c'était le volet culturel, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au départ, lorsque Jean-Marie Tjibaou lance le festival Méladédia 2000 en 1975, c'est sur une base identitaire et culturelle qu'il entend donc mettre en mouvement des nouveautés dans la vie calédonienne qui vont amener à la revendication identitaire indépendantiste. Eh bien, si on regarde le centre Tjibaou, c'est encore la conséquence de ces accords de Matignon. Si on regarde l'introduction des langues kanak à l'école, c'est également la conséquence de Matignon ou de Nouméa. Donc le rééquilibrage, il a été énorme. Maintenant que tout soit parfait, c'est évident qu'on peut toujours améliorer. Il est 7h16, on part au standard. Victor est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. On vous écoute. Oui, je voulais tout simplement poser la question par rapport au rééquilibrage. C'est vrai qu'il y a eu le rééquilibrage économique, social, etc., etc. Moi, ce qui me pose question par rapport au rééquilibrage, c'est la situation des Kanaks ici dans leur pays. Vu que on n'est toujours pas encore dans les postes de responsabilité, dans tout, on peut dire oui, il y a beaucoup d'investissements pour la formation, pour le développement des 3 provinces, etc., etc. On peut parler de tout ça. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la situation des Kanaks qui sont toujours marginalisés. Voilà, je vous pose tout simplement la question. Merci Victor. On vous répond. Luc Steinmetz. Là, je m'excuse, monsieur, je vais peut-être un petit peu brutal, mais je ne vois pas comment on peut dire aujourd'hui que les Kanaks sont toujours marginalisés et qu'on n'en voit pas dans les postes de responsabilité. Je permets de rappeler qu'un des éléments essentiels, c'était même celui qui était placé en numéro 1 des programmes des accords de Matignon, un des éléments essentiels, c'était l'opération 400 cadres d'abord, qui a été ensuite renouvelée à l'accord de Nouméa par l'opération Cadre Avenir, et elle visait justement à permettre à des Mélanésiens, à des Kanaks, d'accéder à des postes de responsabilité. Ce dispositif a été largement appliqué et on considère qu'entre 400 cadres de Matignon et ensuite ceux des accords de Nouméa, eh bien, ce sont en gros 1500 à 1600 Kanaks qui ont pu atteindre des postes de responsabilité. Ce que vous voulez dire, Victor, c'est qu'il en faudrait davantage. Ah ben, bien sûr, ça c'est sûr, mais dire qu'ils sont marginalisés et qu'on n'en voit aucun à des postes de responsabilité, c'est abusif. Merci Luc Steinmetz, on va s'arrêter là.